Bon, ben, je m'appelle Robert Rebaud, hein. Je suis né en Vendée, dans une famille, une paysanne. Mes parents étaient de familles très nombreuses. Ma mère, ils étaient 9 enfants, mon père, ils étaient 11. Et mon père a été prisonnier, mes grands-parents ont fait la guerre de 14 et l'autre, par tirage au sort, tirant un mauvais numéro. Il a fait que 5 ans d'Afrique du Nord, hein. Voilà, mais c'était avant ça, la guerre de 14. Et voilà, et moi je suis allé à l'école jusqu'à mon certificat d'études. Et oui, au début, mon père étant prisonnier en Allemagne en plus, j'ai vécu avec ma mère dans une ferme de mes grands-parents, hein, jusqu'à 14 ans. Et après, on est allé prendre une ferme en Charente avec mon père, hein, en métayage. Et là, jusqu'à mon départ en service militaire. Hein. Et mon service militaire, hein, j'ai été incorporé donc en 1958 au 403 RAA à Bordeaux. Mais comme c'était 58, il fallait former des fantassins. On a fait des classes d'infanterie. J'ai fait le peloton de caporal, donc en faisant les classes. Et après 4 mois de classe, et j'étais incorporé, versé au 22e ERI en Algérie, qui était dans la région de Ténès. Je suis arrivé là-bas le 1er juillet 58. Et alors, Ténès, c'était une région, c'est un port de pêche situé à mi-distance entre Alger et Oran, un petit port de pêche. C'est boisé tout autour, les routes étaient très difficiles, c'est montagneux un peu à l'arrière, c'est les massifs du Dara qui passent là, une chaîne de montagnes. Et alors après, donc, j'étais incorporé à la 8e compagnie du 22e ERI, qui s'est trouvé un piton, justement, au milieu de cette montagne. C'est sur un piton, et là, j'y suis resté quelques mois, mais c'était un endroit très dangereux, difficile d'accès, où les harcèlements avaient lieu assez fréquemment. Et dans la compagnie où je suis arrivé, il y avait donc, il y a eu une embuscade quelques mois avant que j'arrive là-bas, et toute la compagnie y est pratique. La section a été tuée, sauf 3 ou 4 soldats seulement. Hein. Et ils revenaient d'une corvée. Et bon, il y avait le maximum. Les autres de la compagnie étaient venus en bahut, et cette section remontait à pied. C'était pas très loin, mais ils sont tombés dans un col en embuscade, et là ça a été atroce. Alors le moral n'était pas bon du tout quand je suis arrivé là-bas. Hein. Il y avait vraiment il y avait des séquelles de ça, hein, vous savez. Puis il n'y avait pas comme maintenant, vous savez, des gens pour venir remonter le moral, hein, c'était fini. Hein, ça. Bon, je suis arrivé là. On a continué à être opérationnel quand même, on sortait, on faisait des patrouilles dans la montagne, on était quand même là à 700 mètres d'altitude, et tout près pas très loin de la mer, on voyait la mer d'où nous étions. Bon, le confort, il n'y en avait pas, il n'y avait pas de chaleur, il n'y avait pas de rien. Dans ce piton, hein, il fallait sécuriser. Hein. Alors il y avait 3 postes de garde autour du piton, hein, et sinon c'était la forêt tout autour. Hein. Et donc la piste était difficile pour monter, et donc les 3 postes de garde étaient situés, comme c'était un triangle un peu, aux 3 pointes, hein, de ce triangle. Et alors il y avait donc on avait monté des postes de garde, et il fallait souvent prendre la garde déjà. Hein. Alors la nuit, il n'y en avait plus qu'une personne, hein, qui était en garde permanente, mais la nuit, il fallait 3 postes, donc notre tour revenait assez souvent, et puis le jour, on faisait des petites sorties, hein, on n'allait pas loin parce qu'on était autonome, on pouvait compter sur pas grand monde, hein, et on savait que tout autour, il y avait des gens du FLN qui nous épiaient. Hein. Alors, donc, ils avaient eux aussi des postes de garde autour, sur les pitons, autour de chez nous, et donc on savait que c'était dangereux. Hein. D'ailleurs, il y avait toujours une Katiba qui était dans le coin. Une Katiba, hein, ça pouvait représenter 120 hommes du FLN bien entraînés. Alors, 120. Alors, il fallait se méfier, quoi. Bon,
ça c'était quand même assez difficile à vivre. Hein. Déjà pour les jeunes qui arrivent, hein, cette insécurité, hein, c'était quelque chose qu'on avait peur. Hein. Même pour les escortes, il fallait aller au ravitaillement, il fallait aller des choses, il fallait faire des ouvertures de pistes. C'est-à-dire qu'il y a une section qui descendait quelques kilomètres plus bas, hein, déjà, pour assurer le départ dans l'endroit le plus dangereux de la montagne, pour contrôler qu'il n'y avait personne, hein, déjà. Et les bahuts partaient, là, comme ça, pour aller au ravitaillement. Hein. Et on revenait, mais les gars, qu'est-ce qu'ils préféraient? Ils préféraient rester sur le piton, hein, vous savez. Bon. C'était pas la joie, quoi. Non. Enfin, il y avait des anciens, en plus, vous savez, qui étaient habitués. Il y avait, donc, je suis tombé encore sur des rappelés qui avaient été maintenus, super maintenus, et des gens, bon, qui avaient de l'expérience un petit peu, mais enfin, bon, le personnel d'encadrement n'était pas terrible, hein, quand même. Hein. Ah, ben, là, on avait des vieux fusils à ce moment-là, il y avait des Lebel, il y avait quand même des MAS 36, je crois, un peu, et puis il y avait des PM, des pistolets mitrailleurs, hein. Voilà, on était mal armés, puis on n'était pas tellement formés pour tout ça, quoi. On y allait par obligation, quoi, hein, dans tout ce sens, mais malgré tout, l'ambiance était bonne entre nous, quand même, hein, voilà. On garde des souvenirs de gens qui... il fallait quand même, quoi, s'entendre, il n'y avait pas d'autre solution, hein, ça. Personne ne pouvait dire, ben non, aujourd'hui je refuse d'aller en corvée ou en patrouille. Hein. Vous savez, on était désignés, on y allait. Hein. Section, c'est un jour une section, un jour une autre section. Il fallait y aller, quoi. Et puis parfois, on partait plus loin, mais quand il y avait des opérations aux alentours, alors là, on y allait. Mais c'était surtout le personnel de service qui prenait la garde, c'est-à-dire les cuisiniers, les armuriers, enfin, tous les gens qui n'étaient pas opérationnels. Eux, ils en prenaient beaucoup de garde, beaucoup plus, surtout quand on partait ailleurs, quoi. En ce temps-là, on ne savait pas trop. On ne savait pas trop, surtout, il fallait dire, on était dans un contexte où De Gaulle venait de revenir au pouvoir, et De Gaulle avait des mots très forts, il disait, bon, est-ce que c'est à vous, il disait au pied noir, est-ce que c'est vous abandonner, de renforcer l'armée, alors, je ne sais pas, et puis surtout à ce temps-là, comme on ne savait pas, l'évolution, on ne la connaissait pas, on ne savait pas, hein, comment ça évoluerait. Mais on savait très bien que la population ne nous était pas acquise du tout, parce que nous, on vivait avec la population musulmane. Enfin, sauf à Ténès ou à Montenotte, qui était le PC du bataillon, il n'y avait pas d'Européens, hein, pas nulle part dans la campagne. Et quelques maisons qui avaient ou susceptibles d'avoir eu des Français de métropole ou de pieds noirs, ils étaient répartis, quoi, il n'y avait plus rien, quoi. Alors donc il n'y avait que la population misérable musulmane qui était là dans les mechtas à flanc de montagne, mais de très mauvaises habitations, quoi, où ils vivaient vraiment chichement, quoi. Alors on se rendait compte que la population ne nous était pas acquise, hein, du tout, hein. Même si la population ne nous était pas tout à fait hostile, hein, il y a quelques gens, parce que quand on est descendu après dans la ferme plus bas, on a fait une école, là, il y a des enfants qui venaient à l'école, hein, quand même, là. Donc, non, la population ne nous était pas particulièrement hostile, sauf... mais quand même, quand il y avait des embuscades, je crois que la population participait aussi, hein, ça, ouais.